Quand Ethan m'a dit qu'il voulait divorcer, je n'ai pas pleuré ni demandé pourquoi. J'ai simplement souri et hoché la tête. Au fond de moi, je savais quelque chose qu'il ignorait. Que depuis presque 2 ans, je gagnais en secret plus de 500 000 $ par an. Il pensait qu'il partait avec l'avantage. Mais il n'avait aucune idée que j'avais déjà 10 longueurs d'avance. Il y a 3 ans, les choses étaient différentes. Je croyais que nous avions un mariage solide. Nous vivions dans une belle maison à Austin, au Texas, et partagions de petites routines. Le café du matin, les promenades du dimanche, les soirées cinéma. Ethan travaillait pour l'entreprise de construction de son père et se vantait toujours d'être le pourvoyeur. Il aimait me rappeler que tout ce que nous avions était grâce à son dur labeur. Je ne l'ai jamais contredit. Je travaillais de chez moi comme designer freelance, et il pensait que je gagnais seulement quelques centaines de dollars par-ci par-là. En réalité, j'avais bâti une véritable entreprise de design en silence, prenant des contrats avec des clients du monde entier. Ça a grandi plus vite que je ne l'avais prévu, mais je l'ai gardé secret. Je ne voulais pas que l'argent change la façon dont il me voyait. Ou peut-être avais-je peur que cela arrive. Pendant un temps, j'ai ignoré les petits changements en lui, les soirées tardives, les appels qu'il prenait dehors, la distance soudaine entre nous. Je me disais qu'il était juste stressé. Je ne voulais pas croire ce que mon instinct me hurlait, quelque chose n'allait pas. Mais quand il est rentré un soir en sentant un parfum que je ne portais pas, j'ai fini par comprendre. Je n'avais simplement pas encore de preuves. J'ai décidé de ne pas l'affronter. À la place, j'ai concentré mon énergie sur mon entreprise. J'ai travaillé plus dur, économisé chaque dollar, et commencé à transférer mes revenus sur un compte privé à mon nom de jeune fille. Je savais que si le jour où tout s'effondrait arrivait, je devais être prête. Ce jour est arrivé plus tôt que prévu. C'était un dimanche matin. Ethan s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, le visage impassible. Il a dit, Maddie, je pense qu'on devrait divorcer. Comme ça. Sans émotion, sans raison valable. Mon cœur s'est serré une seconde, mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis sentie calme. Comme si mon esprit s'était préparé à ce moment depuis des mois. Il a parlé de comment nous nous étions éloignés, de son besoin de se retrouver. J'ai juste hoché la tête. Il pensait que mon silence signifiait que j'étais brisée. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà libre. Après son départ ce jour-là, je me suis fait un café et me suis assise près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil illuminer le jardin. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de la paix. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais une chose était sûre, je n'allais pas être celle qui perdrait tout. C'était lui. Et bientôt, il découvrirait à quel point il s'était trompé en me quittant. Ethan et moi étions mariés depuis 7 ans. En surface, tout semblait parfait. Nous avions une belle maison, 2 voitures, et des dîners qui semblaient empreints d'amour, même quand le silence remplissait la pièce. Pour les autres, nous étions ce couple stable que tout le monde enviait. Mais derrière les sourires, les choses commençaient à devenir à sens unique. Ethan me rappelait toujours qu'il était celui qui maintenait nos vies ensemble, que sans son travail, nous n'aurions pas ce que nous avions. Au début, je le croyais aussi. Il travaillait pour l'entreprise de construction de son père, petite mais stable. Il aimait se présenter comme un homme d'affaires, même si son père prenait la plupart des décisions. Je ne l'ai jamais corrigé. Je n'en voyais pas l'intérêt. J'étais juste fière de lui. Ou peut-être que je voulais l'être. Il rentrait à la maison couvert de poussière, m'embrassait sur le front et me disait « Tu as de la chance de ne pas avoir à t'inquiéter des factures ou du stress du travail. » Je souriais et le laissais y croire. La vérité, c'est que je travaillais discrètement, soigneusement, et avec plus de passion que je ne lui en avais jamais montré. Mon travail de design freelance avait commencé comme un passe-temps. Je prenais de petits projets pour des clients locaux et créais des sites web simples. C'était quelque chose à faire pendant qu'il était absent toute la journée. Mais peu à peu, mes compétences se sont développées, tout comme ma liste de clients. En quelques années, je ne faisais plus simplement du freelance. J'avais créé une petite entreprise de design en ligne, qui opérait sous un nom différent, dont il n'a jamais entendu parler. Au début, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'indépendance, d'avoir quelque chose qui m'appartenait vraiment. Mais à mesure que les chiffres augmentaient, ma confiance grandissait aussi.
Mon entreprise a commencé à générer plus que je n'aurais jamais cru possible. J'ai commencé à engager des gens, à construire une vraie équipe. Pendant qu'Ethan passait ses journées à parler de budget et de délai de construction, je concluais des contrats qui rapportaient plus en un mois que son entreprise en un an. Je ne lui ai rien dit, car je savais quelle serait sa réaction. Il avait besoin de se sentir en contrôle. Il aimait être celui qui prenait soin de moi. L'idée que je puisse gagner plus que lui aurait blessé son ego, et je n'étais pas prête pour ce genre de dispute. Alors, je me suis tue. Je l'ai laissé croire que j'étais juste une petite designer qui gagnait un peu d'argent de poche. Parfois, lors de dîners entre amis, alors qu'il se vantait d'être le soutien de famille, je souriais et prenais une gorgée de vin, faisant semblant d'être impressionnée. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Je n'étais plus la femme qui dépendait de lui pour tout. J'avais construit quelque chose de réel, de puissant, et je n'avais plus besoin de son approbation. Il pensait être le pilier de notre mariage, mais la vérité, c'est qu'il vivait dans une histoire qui n'était plus vraie depuis des années. Je l'ai laissé y croire, car je savais qu'un jour, cette illusion s'effondrerait. Et quand ce jour arriverait, je serais prête. Haley était ma meilleure amie depuis l'université. Nous avions tout partagé, nos premiers appartements, des discussions tardives sur l'amour, les rêves et les chagrins. Quand Ethan est entré dans ma vie, elle a été l'une des premières personnes à qui je l'ai présentée. Ils s'entendaient bien. Peut-être trop bien. Elle avait une façon de mettre tout le monde à l'aise, et je n'ai jamais pensé à remettre cela en question. Je lui faisais entièrement confiance. Elle était comme une sœur pour moi. Haley était le genre d'amie qui était là quand on avait besoin d'elle. Si Ethan et moi nous disputions, elle écoutait sans juger. Elle me servait un verre de vin et me disait que je méritais d'être heureuse. Parfois, elle riait et disait « Maddie, Ethan est trop parfait pour être vrai. Fais attention, ou quelqu'un pourrait te le voler. » Je pensais toujours qu'elle plaisantait. Avec le recul, peut-être pas. Elle passait beaucoup de temps chez nous. Elle venait pour dîner, pour des soirées cinéma, ou juste pour traîner. Ethan semblait apprécier sa compagnie aussi. J'ai remarqué qu'il riait plus fort quand elle était là, qu'elle complimentait son travail ou l'appelait « Monsieur Bricoleur » quand il réparait quelque chose. Tout cela semblait inoffensif. Je n'ai pas vu les regards subtils ou la chimie discrète qui se développaient entre eux. J'étais trop occupée à essayer de tout équilibrer. Mon mariage, mon entreprise, ma tranquillité. Haley était la seule personne à qui j'avais parlé de mon entreprise secrète. Une nuit, après quelques verres, je lui ai confié que je ne faisais plus simplement du freelance, que mon entreprise de design en ligne grandissait plus vite que je ne l'avais imaginé. Je lui ai parlé des clients, de l'argent, et du fait que je n'avais rien dit à Ethan. Elle a semblé heureuse pour moi au début. Elle a applaudi et dit « Waouh, Maddie, tu déchires ». Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je l'ai remarqué, mais je l'ai ignoré. Après cela, elle a commencé à poser plus de questions. Combien je gagnais, qui étaient mes clients, quels étaient mes projets à long terme. Je n'y ai pas trop pensé. Je pensais qu'elle était fière de moi. Maintenant, je réalise qu'elle collectait des informations. Parfois, quand j'entrais dans la pièce, elle envoyait un texto à quelqu'un et verrouillait rapidement son téléphone. Je ne lui ai jamais demandé à qui. Une fois, j'ai vu le nom d'Ethan apparaître sur son écran alors qu'elle était assise à côté de moi. Elle a dit qu'il lui demandait juste une idée pour un cadeau surprise pour moi. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était ma meilleure amie. Avec le recul, les signes étaient partout, mais je ne voulais pas les voir. J'étais trop concentrée à garder mon monde stable. Trop effrayée à l'idée que les deux personnes que j'aimais et en qui j'avais le plus confiance puissent me trahir. Si j'avais prêté plus attention à la façon dont les yeux de Haley s'attardaient quand Ethan entrait dans la pièce, ou à la douceur de sa voix quand elle prononçait son nom, peut-être aurais-je compris ce qui se préparait. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui faisais confiance aveuglément. Et cette confiance allait bientôt devenir ma plus grande erreur. Tout a commencé doucement, presque de manière à pouvoir être ignoré au début. Ethan a commencé à rentrer tard, fatigué et distrait. Avant, il me saluait avec un baiser, me demandait comment s'était passée ma journée ou me taquinait sur un dîner brûlé. Maintenant, il levait à peine les yeux de son téléphone. Nos conversations devenaient courtes, mécaniques. C'était comme vivre avec un étranger qui dormait encore à côté de moi, mais qui n'était plus vraiment là. Au début,
J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Je me disais qu'il était juste stressé par le travail, peut-être à cause des problèmes de l'entreprise de son père. Mais les appels tard le soir sont devenus plus fréquents. Parfois, il sortait pour parler, prétendant que c'était un client ou un entrepreneur. J'entendais son ton changer, doux, presque chaleureux, d'une manière qu'il n'avait pas utilisée avec moi depuis des mois. Quand je demandais qui c'était, il devenait défensif et disait que j'étais paranoïaque. Bientôt, il a commencé à annuler les dîners, disant qu'il avait des réunions urgentes. Nous avions l'habitude de passer les vendredis soirs ensemble, une petite tradition. Je cuisinais, il apportait du vin, et nous regardions quelque chose à la télé. Puis, un vendredi, il m'a envoyé un texto disant qu'il ne rentrerait pas avant tard. J'ai attendu quand même, regardant la nourriture intacte devenir froide. Quand il est enfin rentré après minuit, il sentait légèrement un parfum que je ne possédais pas. Il a dit qu'il avait travaillé tard. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. J'ai essayé de lui parler un week-end. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, si nous allions bien. Il a soupiré et dit qu'il avait besoin d'espace, que nous étions peut-être devenus trop confortables et avions besoin de temps pour réfléchir. Ce n'était pas de la colère dans sa voix. C'était de la distance, un mur que je ne pouvais pas franchir. Ça faisait plus mal que s'il avait crié. Quelque chose en moi s'est fissuré, mais je ne l'ai pas montré. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à côté de lui, écoutant sa respiration tout en faisant semblant de dormir. Mon esprit s'emballait, non pas de tristesse, mais de clarté. J'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler ce qu'il faisait. Mais je pouvais contrôler ce que je ferais ensuite. S'il s'éloignait, je devais me protéger. Le lendemain matin, pendant qu'il était sous la douche, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à examiner mes registres financiers. J'avais économisé plus que je ne le pensais. Discrètement, au fil des années, mon entreprise était devenue quelque chose de puissant. J'ai créé un nouveau compte privé sous mon nom de jeune fille et commencé à y transférer mes revenus. Chaque transfert était comme une couche de protection, comme si je reprenais une partie de moi qu'il ne connaissait même pas. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté d'attendre qu'il rentre à l'heure. Je me suis concentrée sur mon travail, sur le fait de garder l'esprit clair. Il pensait que j'étais distante, mais en réalité, je me préparais. Je sentais quelque chose venir, une tempête que je ne pouvais pas encore voir, mais que je ressentais au fond de mes os. Ethan s'était déjà éloigné. Je devais juste m'assurer que lorsqu'il lâcherait enfin, je ne tomberais pas avec lui. C'était un dimanche matin tranquille quand tout s'est finalement effondré. J'étais dans la cuisine, en train de faire des pancakes, l'odeur du café remplissant la pièce, quand Ethan est entré. Son visage semblait calme, presque trop calme. Il s'est assis à la table, a croisé les mains et a prononcé mon nom doucement. M'a dit, je pense qu'on devrait divorcer. Comme ça. Pas de dispute, pas d'avertissement, pas de signe de culpabilité. Son ton était plat, comme s'il avait répété ces mots 100 fois dans sa tête avant de les dire à voix haute. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal entendu. Puis j'ai vu le regard dans ses yeux, distant, vide, déjà parti. J'ai posé la spatule et demandé « Pourquoi ?» Il a soupiré et dit « Je ne t'aime plus. Nous sommes devenus deux personnes différentes, et ce n'est pas juste de continuer à faire semblant. » Sa voix était stable, répétée, comme s'il lisait un script. Il n'y avait pas d'émotion, pas de regret. On aurait dit qu'il récitait un texte appris par cœur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié ni supplié qu'il reste. Je suis restée là, écoutant le bruit de la machine à café goûter en arrière-plan. Ma poitrine était serrée, mais mon esprit était étrangement clair. J'avais déjà senti qu'il s'éloignait depuis des mois, alors peut-être m'étais-je préparée à ce moment tout ce temps. Il a rassemblé ses affaires le même jour. Pas d'embrassade, pas d'au revoir, juste un bref, je t'enverrai les papiers bientôt. Quand la porte s'est refermée derrière lui, la maison est devenue silencieuse. Je me suis assise sur le canapé, fixant le vide pendant un long moment. Ça ne semblait pas réel. Je me demandais comment nous en étions arrivés là. Comment l'amour pouvait devenir quelque chose d'aussi froid. Une semaine plus tard, la vérité s'est révélée. Je faisais défiler mon téléphone quand un ami commun a publié une photo. Ethan et Haley, dînant dans un restaurant en centre-ville. Ils étaient assis près l'un de l'autre, souriant d'une manière qui m'a tout dit.
Mon cœur s'est serré, pas parce que je l'aimais encore, mais parce que tout prenait enfin sens. Les soirées tardives, les appels, la distance soudaine, ce n'était pas juste du stress. C'était elle, Alais, ma meilleure amie. La personne qui avait pleuré avec moi, ri avec moi, et promis qu'elle serait toujours là pour moi. J'ai fixé la photo pendant un long moment, essayant de comprendre comment elle avait pu faire ça, comment ils avaient pu tous les deux. La trahison faisait plus mal que le divorce lui-même. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai pris un verre de vin et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières dehors. J'ai pensé à chaque conversation, chaque secret, chaque moment où je leur avais fait confiance. Et puis quelque chose en moi s'est durci. J'ai réalisé qu'ils se méritaient l'un l'autre. Deux personnes qui avaient construit leur bonheur sur des mensonges. J'ai décidé à ce moment-là que je ne chercherais pas à me venger par la colère ou les larmes. Je laisserais le temps faire son œuvre, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils avaient l'un l'autre maintenant, mais j'avais quelque chose de bien plus puissant, la liberté et le contrôle de ma propre vie. Et bientôt, ils découvriraient ce que perdre cela signifiait vraiment. Quelques jours après avoir vu cette photo, Alais s'est présenté chez moi. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité l'a emportée. Elle était là, impeccablement habillée comme toujours, avec cet air faussement préoccupé. Pendant une seconde, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a souri et dit « On peut parler ». Je ne l'ai pas invitée à entrer, mais elle est passée devant moi quand même, comme si elle avait encore sa place ici. Elle s'est assise sur le canapé où elle avait passé tant de soirées à rire avec moi, prétendant être mon amie. Je suis restée debout, attendant qu'elle parle. Elle a pris une grande inspiration et dit « Maddy, je sais que tu as probablement vu les photos. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Sa voix était douce, prudente, presque répétée, tout comme celle d'Ethan. Je n'ai rien dit. Je voulais entendre quel genre de mensonge elle allait inventer ensuite. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit sans honte « Ethan et moi sommes ensemble. » On ne l'avait pas prévu, mais on a réalisé qu'on était fait l'un pour l'autre. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Je sentais mon cœur battre, mais je ne l'ai pas montré. Elle a souri, comme si elle s'attendait à ce que je crie ou pleure. À la place, j'ai simplement hoché la tête. Elle a pris ça comme un signe pour continuer à parler. « Écoute », a-t-elle dit en croisant les jambes. « Je sais que ça fait mal, mais tu dois passer à autre chose avec élégance. Te battre ne changera rien. Tu vas t'en sortir. Tu auras la moitié de son entreprise dans le divorce. Ce n'est pas si mal, non ?» Puis elle a ri. Vraiment ri. Comme si me trahir était quelque chose de petit, de pardonnable. Son arrogance était incroyable. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que j'étais la pauvre épouse au cœur brisé, laissée derrière avec des miettes. Elle n'avait aucune idée que je n'avais pas besoin d'un seul centime d'Ethan. J'étais celle qui était assise sur une fortune discrète dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. Je l'ai regardée et j'ai légèrement souri. « Tu as raison, ai-je dit. Je vais m'en sortir. » Ma voix était calme, stable. À l'intérieur, je sentais quelque chose changer, une sorte de force tranquille. Elle a pris ça pour de la défaite. Elle m'a même tapoté la main avant de partir, comme si elle me consolait. Quand la porte s'est refermée, je suis restée là en silence, laissant la vérité s'installer. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient trahi de la pire des manières. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti de la clarté. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une vengeance alimentée par la rage. J'avais besoin de celle qui vient de la patience et du succès. Il pensait que j'étais impuissante, que je m'effondrerais sans lui. Mais il ne savait pas que j'étais celle qui tenait les vraies cartes. Chaque dollar, chaque connexion, chaque once de stabilité, tout était à moi. J'avais construit quelque chose de solide pendant qu'ils étaient occupés à courir après les ombres de l'autre. Cette nuit-là, je me suis connectée à mon compte professionnel et j'ai regardé les chiffres. 1/2 million et ça continuait de croître. J'ai murmuré pour moi-même, « Vous ne m'avez rien pris. Vous m'avez seulement libéré. » À partir de ce moment, j'ai décidé de laisser mon silence et mon succès parler pour moi. Ils avaient l'un l'autre, mais j'avais tout ce qui comptait vraiment. Après la visite de Alais, j'ai arrêté de gaspiller mon énergie à penser à eux. Ils pouvaient avoir leur « heureux pour toujours ». J'avais d'autres choses sur lesquelles me concentrer,
mon propre avenir. Pendant qu'ils étaient occupés à planifier leur nouvelle vie ensemble, je construisais la mienne en silence. Mon entreprise venait de décrocher le plus gros contrat de ma carrière, un contrat gouvernemental de plusieurs millions de dollars. C'était quelque chose vers quoi je travaillais depuis des mois, bien avant le divorce. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Pendant qu'Ethan et Alec célébraient leur nouvelle histoire d'amour, je concluais un accord qui allait changer ma vie complètement. J'ai fait des choix intelligents. D'abord, j'ai créé une nouvelle LLC sous mon nom de jeune fille, Madison Brooks. Cela me donnait de l'intimité et de la protection. Personne ne pouvait facilement retracer l'entreprise jusqu'à moi, pas même l'avocat d'Ethan. Je ne voulais pas qu'il ou quiconque sache à quel point j'étais devenue prospère. J'ai transféré tous mes actifs, contrats et propriétés intellectuelles sous ce nouveau nom. C'était propre, légal et intouchable. Ensuite, j'ai commencé à planifier ma sortie discrète. J'ai vendu notre maison, celle dont Ethan se vantait d'être le propriétaire, et j'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'ai trouvé un appartement cosy à Seattle, un endroit paisible avec une vue sur la skyline. Je n'avais plus besoin de la grande maison ou de la voiture de luxe. Je voulais la liberté, pas des rappels de ce que j'avais perdu. Au moment où les papiers du divorce sont arrivés, j'étais déjà installée. L'avocat d'Ethan a essayé de négocier pour une pension alimentaire, prétendant que je n'avais pas de revenus stables. J'ai souri quand mon avocat me l'a dit. Ethan pensait vraiment que j'avais besoin de son argent. Il n'avait aucune idée des millions qui reposaient discrètement sur le compte de mon entreprise. Mon avocat a tout géré avec un calme parfait. Quand le camp d'Ethan a insisté pour un soutien financier, mon avocat a simplement dit « Elle gagne moins que vous ne le pensez ». C'était techniquement vrai, du moins sur le papier. Mes relevés bancaires personnels montraient un revenu modeste, car la plupart de l'argent passait par mon entreprise. Ethan n'a jamais creusé plus loin. Il devait se sentir satisfait, pensant qu'il avait le dessus. Ça me convenait. Qu'il pense qu'il avait gagné. J'ai signé les papiers sans hésiter. Quand tout a été fini, je n'ai pas pleuré ni ressenti de vide. Je me sentais plus légère. J'étais enfin libre de la manipulation constante, de l'ego, des mensonges. Je n'ai dit à personne où j'avais déménagé ni ce que je faisais. Je voulais la paix, et je l'avais enfin. De temps en temps, j'avais des nouvelles par des amis communs. Apparemment, Ethan et Alec exhibaient leur nouvelle relation partout. Dîners, fêtes, vacances. Ils pensaient avoir construit un monde parfait ensemble. Je les ai laissés en profiter. Je savais que le calme ne durerait pas longtemps. Son entreprise était en difficulté. Son père envisageait de prendre sa retraite, et les dettes s'accumulaient. Je n'avais rien à faire pour que le karma fasse son œuvre. Il était déjà en marche. Je me suis contentée de rester en retrait, de me concentrer sur mon entreprise florissante, et d'observer de loin. Ma vengeance n'était pas bruyante. Elle était discrète, stratégique et imparable. Et bientôt, Ethan réaliserait exactement ce qu'il avait jeté. 3 mois après la finalisation du divorce, Ethan et Alec se sont mariés. Ça ne m'a pas surprise du tout. Il l'avait probablement planifié bien avant la fin de notre mariage. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre ancien cercle d'amis. Je n'ai pas pris la peine de réagir. Les gens s'attendaient à ce que je sois en colère ou dévastée, mais honnêtement, je me sentais détachée. C'était comme regarder des étrangers prendre de mauvaises décisions que j'avais déjà prévues. Je n'ai pas assisté au mariage, bien sûr. J'ai seulement entendu des histoires de ceux qui y étaient. Apparemment, c'était une petite cérémonie dans un lieu champêtre, tout en rusticité et romantisme. Alec portait une robe en dentelle, et Ethan souriait comme un homme qui pensait avoir remporté un grand prix. Mais sous tout ce bonheur, la réalité attendait. Je n'avais pas à lever le petit doigt. La vie leur donnait déjà une leçon à tous les deux. Après le mariage, les choses se sont effondrées pour Ethan plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Son père a pris sa retraite et lui a laissé l'entreprise, mais elle était déjà en difficulté. Ethan n'avait jamais été doué pour gérer l'argent, et il avait pris de mauvaises décisions en essayant d'impressionner Alec. Il lui a acheté une maison coûteuse, une nouvelle voiture, et a planifié une lune de miel qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Ses dettes ont commencé à s'accumuler, et bientôt il s'est retrouvé noyé sous les factures. Alec, qui m'avait ri au nez et m'avait dit de passer à autre chose avec élégance,
s'est soudainement retrouvée dans un désordre qu'elle n'avait pas vu venir. Elle pensait qu'elle épousait un homme riche. Dans son esprit, Ethan était un propriétaire d'entreprise prospère, stable et confiant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais discrètement repris la plupart des bons contrats qui maintenaient son entreprise à flot. Ma nouvelle entreprise avait remplacé la sienne dans plusieurs accords. Il n'a probablement jamais réalisé que c'était moi derrière ces chiffres. Les murmures me parvenaient par des amis communs. Ils disaient que Haley se plaignait constamment de combien Ethan était stressé et fauché. Elle regrettait les jours où elle n'avait pas à s'inquiéter de l'argent. Je pouvais presque l'imaginer assise là, se demandant comment les choses avaient si mal tourné. Pendant ce temps, je signais un autre gros client, faisant avancer mon entreprise, et dormant paisiblement la nuit. L'orgueil d'Ethan ne lui permettait pas d'admettre son échec. Il a essayé de contracter plus de prêts, pensant pouvoir réparer les choses, mais ça n'a fait qu'empirer. L'entreprise a commencé à perdre des employés, et bientôt elle tenait à peine debout. Les mêmes personnes qui l'admiraient autrefois parlaient maintenant dans son dos, disant qu'il avait perdu le contrôle de tout. Je n'ai jamais célébré sa chute. Je n'en avais pas besoin. Il n'y avait pas de satisfaction à les voir souffrir. Juste une confirmation silencieuse que ce qui va autour vient autour. Haley avait pris ce qui ne lui appartenait pas, et Ethan avait échangé l'amour contre une illusion. Ils se sont retrouvés tous les deux piégés dans le désordre qu'ils avaient construit ensemble. Parfois, un vieil ami m'appelait pour me donner des nouvelles, mais je ne demandais jamais de détails. Je m'en fichais désormais. Ils avaient choisi leur chemin, et j'avais choisi le mien. Le mien menait à la paix et au succès. Le leur menait au regret et à la dette, et c'était suffisant. Presque un an après le mariage d'Ethan et Haley, la vérité a fini par éclater. À ce moment-là, ma vie était paisible. Mon entreprise prospérait, et j'avais construit une petite équipe en qui j'avais totalement confiance. Je restais discrète, travaillais dur, et m'éloignais de tout ce qui me rappelait ma vieille vie. Je n'avais aucune idée que mon succès discret allait atteindre Ethan de la manière la plus inattendue. Un après-midi, j'ai reçu un email d'un ancien employé d'Ethan, un homme nommé Greg. Il avait travaillé dans son entreprise de construction pendant des années, mais avait récemment rejoint une autre firme. Greg a écrit qu'il avait découvert quelque chose d'intéressant. Apparemment, quand l'entreprise d'Ethan a commencé à perdre des contrats, la plupart avaient été repris par une nouvelle firme de design et de développement, la mienne. Il avait fait le lien et réalisé que Madison Brooks, le nom sur tous les contrats, c'était moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lisant son message. Je ne l'avais pas planifié comme une vengeance. Je faisais simplement mon travail, ce que j'aimais. Mais d'une manière ou d'une autre, le destin avait tout aligné parfaitement. Pendant qu'Ethan essayait de rester à flot, mon entreprise avait discrètement repris les mêmes contrats qui maintenaient autrefois son entreprise en vie. Peu de temps après, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Ethan. Au début, je l'ai ignoré, mais il continuait d'appeler. Puis sont venus les textos, de longs paragraphes sur comment il avait besoin de parler, comment il n'avait pas réalisé ce qu'il avait perdu, et comment nous pourrions peut-être arranger les choses. C'était presque drôle de lire ces mots. L'homme qui était parti sans une once d'émotion me suppliait maintenant pour une conversation. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Je l'imaginais assis dans son bureau, réalisant la vérité, que la femme qu'il avait sous-estimée avait construit quelque chose de bien plus grand et plus fort qu'il n'avait jamais eu. Il devait ressentir ce mélange de regret et d'incrédulité qui arrive toujours quand le karma frappe. Et le karma est arrivé pile à l'heure. À peu près au même moment, Haley a commencé à poster des choses en ligne. Des gens que je connaissais m'envoyaient des captures d'écran. Elle écrivait des messages vagues sur le fait d'être utilisée, trahie et trompée. Son histoire d'amour autrefois parfaite s'effondrait en public. Il n'a pas fallu longtemps avant que tout le monde sache que leur mariage s'écroulait. Les problèmes financiers d'Ethan avaient empiré, et il la blâmait pour avoir trop dépensé. Elle le blâmait pour avoir menti. Ils se détruisaient mutuellement sans aucune aide de ma part. Je n'ai pas répondu, je ne me suis pas défendue, et je n'ai pas essayé de corriger les histoires qui circulaient. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà fait le travail. Un soir, je me suis assise à mon bureau, regardant le rapport de croissance de mon entreprise, et je me suis sentie calme. Je ne ressentais pas de joie face à leur chute, juste de la paix. Ils avaient tous les deux fait leur choix,
et la vie avait livré les résultats. Ethan pensait autrefois qu'il avait gagné en me quittant. Alé pensait qu'elle avait gagné en prenant ce qui n'était pas à elle. Mais à la fin, ils ont tous les deux appris la même leçon. On ne peut pas construire le bonheur sur la douleur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me réveille au son de la pluie qui tape doucement contre ma fenêtre. La skyline de la ville s'étend au-delà de la vitre, et la première lumière du matin remplit mon appartement. Seattle est devenu mon chez-moi, un endroit où j'ai tout reconstruit de zéro. Mon entreprise prospère, ma vie est calme, et pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. Je dirige maintenant une équipe de plus de 30 personnes. Nous concevons pour de grandes marques, des projets gouvernementaux, et même des clients internationaux. Chaque jour apporte de nouveaux défis, mais aucun ne semble lourd. Je travaille parce que j'aime ce que je fais, pas parce que je dois prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le stress et l'insécurité qui me suivaient autrefois dans mon mariage ont disparu. Ce qui reste, c'est la paix. Parfois, je pense à Ethan et Alé, pas avec colère, mais avec une acceptation tranquille. Ils faisaient partie d'un chapitre douloureux, mais ils m'ont aussi poussé à grandir. S'ils ne m'avaient pas trahi, je n'aurais peut-être jamais découvert à quel point je pouvais être forte. Leurs actions m'ont forcé à arrêter de dépendre de la validation des autres. Ils m'ont donné de la clarté, même s'ils voulaient me briser. D'une étrange manière, je dois une partie de mon succès à ce chagrin d'amour. D'après ce que j'ai entendu, leur relation n'a pas duré longtemps après que tout s'est effondré. Ils se sont séparés discrètement, sans le grand drame qui les entourait autrefois. Ethan a essayé de reconstruire son entreprise, mais elle ne s'est jamais relevée. Alé a déménagé, courant après quelque chose de nouveau. Peut-être une autre illusion. Je ne leur souhaite pas de mal. J'espère qu'ils trouveront la paix qu'ils peuvent, bien que je doute qu'elle ressemble à la mienne. Il fut un temps où je pensais que la vengeance signifiait regarder quelqu'un souffrir. Mais j'ai appris que ce n'était pas nécessaire. Parfois, la vengeance est aussi simple que de bien vivre, de refuser de laisser l'amertume vous définir. C'est réussir si discrètement que ceux qui vous ont fait du mal sont forcés de regarder depuis la touche, réalisant qu'ils ne peuvent pas atteindre ce que vous êtes devenu. C'est exactement ce qui s'est passé. Je n'avais pas besoin de les détruire. Leurs propres choix l'ont fait. Tout ce que j'ai fait, c'est continuer à avancer. Maintenant, mes journées sont remplies d'un travail que j'aime, de bonnes personnes autour de moi, et de moments de calme que je n'avais jamais eus auparavant. Je passe mes week-ends dans de petits cafés, à lire ou à esquisser des designs. Mon nom, Madison Brox, est devenu quelque chose dont je suis fière, non pas à cause de l'argent ou du succès, mais parce qu'il représente une version de moi qui a survécu, guéri, et construit quelque chose de magnifique à partir des décombres. En regardant en arrière, je vois tout clairement. Les mensonges, la trahison, le chagrin, tout cela m'a mené ici. Je ne suis plus la femme qui suppliait pour de l'amour. Je suis la femme qui a appris que perdre des gens ne signifie pas toujours se perdre soi-même. Parfois, c'est le début de la découverte de qui vous êtes vraiment. Et ainsi, je vis discrètement, sans ressentiment, sans vengeance, juste avec la paix. C'est le genre de victoire que personne ne peut vous enlever.